c'est Elia, Malo et Enea. Nous sommes 3 scouts et à l'été 2024, on a réalisé un documentaire sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ayant grandi en France, nous pouvons constater à quel point femmes et hommes sont encore inégaux sur plusieurs aspects du quotidien. Nous sommes donc partis en Norvège, un pays connu pour être l'un des plus avancés en matière de droits des femmes, pour interroger la population, voir quelles étaient les différences avec nous Français et constater qu'avancer en matière d'égalité des genres, c'est encore possible. Au cours de notre voyage, on a également pu interroger des jeunes scouts du monde entier pour leur demander leur avis et leur ressenti dans leur société. Nous sommes partis 1 mois afin de nous imprégner de la culture et de prendre la température dans les rues d'Oslo. L'occasion d'interviewer des femmes et des hommes afin de constater ou non que les a priori sur la Norvège étaient fondés. Bien que nous ayons entendu parler de la Norvège comme un exemple en matière de droits des femmes, nous avons fait le choix de ne pas nous documenter au préalable sur le sujet, afin d'avoir un avis le plus neutre possible en accueillant la parole de celles et ceux qui ont accepté de répondre à nos questions. Depuis plusieurs années, à évoluer et grandir au sein du scoutisme, celui-ci a développé nos questionnements et intérêts pour les inégalités. En effet, les divers projets éducatifs et pédagogiques qui nous encadrent n'ont cessé de porter la voix des femmes dans notre mouvement. Le leadership féminin est valorisé par des programmes de l'Association mondiale des guides et des éclaireuses. Les divers exemples de prise de leadership par nos éducatrices et accompagnatrices nous ont permis de nous éveiller à ce sujet. Les actualités françaises et mondiales des dernières années nous ont enrichis et permis de construire notre esprit critique. Agrémentés de nos expériences personnelles, nous avons donc construit ce documentaire. Dans les rues d'Oslo et au rassemblement scout, nous avons posé concrètement la question. Et nous avons eu de multiples réponses selon les genres et les pays d'origine. Gender equality. That people can have the same opportunities and rights and freedom, and that's basically that. Well, not being discriminated based on gender, just being treated as a human being, no matter what gender you are. We can live alone. We have enough money to live alone. We don't have to have a man. We're independent. For me, it's just the freedom that you're allowed to do whatever you want, and whether you're a female or a male. That men and women have the same rights. In Norway, it's more women who take higher education than men. For me, okay. Well, I would call it not gender equality, but gender equity. Yeah. So that you have equal rights and independence. Gender equality for us is when all the people, which both men and women, are equal in everything. Like if a woman has one job, that doesn't mean that it is only a woman's job, it can be a man's job, and also twisted. And also, the big thing is that they are equally paid. Like if they do the same job, they should be equally paid. Having the same rights, no matter or despite the difference, at least in terms of salary payment, for example, access to the same type of role, especially in leadership, for example. I feel like construct of gender is a bit weird for me personally, but gender equality is when everyone have access to doing what they want to do, and
yeah, some, for example, jobs can be done by certain people just because they are not fitted physically. If it's hard work, it's like a strong person needs to be doing it, and doesn't matter man, woman, in between or something else. So I think when everyone can do what they want to. Yeah, I think for us, not for us, of course. Yeah, the gender equality, like every gender should be, I think, equal on the, I think, every field, right? In the work area, in the social life, yeah. It's very usual in our country. Yeah. The rights are very obvious. Like, women have most of the rights that men do in Iceland. The only thing that is like maybe is like wage gaps or something. Yeah. But it's something that we don't really notice in our society, at least. To have the right to be able to have individual freedom of choice. So to be able to do what career I want to do, to go where I want to go, pursue what interests and hobbies I want to do, not to have anyone tell me how I should be. For me, gender equality is the option to choose in all the ways of the world. L'égalité homme-femme, ce serait avoir les mêmes droits, les mêmes possibilités d'avenir, les mêmes chances. Voilà, ce serait surtout ça. C'est compliqué parce qu'on est biaisé avec tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Mais idéalement, ce serait une société où les hommes et les femmes ont les mêmes droits, les mêmes devoirs. Ce qui est, je pense, aujourd'hui le cas en France, mais où dans la pratique et dans la coutume, ça l'est réellement instauré. Pour moi, l'égalité femmes-hommes, c'est le fait d'avoir les mêmes droits et que ça soit appliqué dans la société et de pouvoir sociétalement se comporter de la même manière en respectant tout le monde. Pour moi, l'égalité femmes-hommes, c'est avoir l'opportunité de faire les mêmes choses, de conduire sa vie sans avoir à se poser de questions, de pouvoir marcher dans la rue sans se sentir mal, sans avoir besoin de faire attention. Moi, c'est dans des scènes de la vie courante, en famille ou chez des amis, quand c'est systématiquement les femmes qui se souviennent qu'il faut débarrasser, faire la vaisselle et que les hommes restent assis jusqu'à ce que ce soit les femmes qui aient commencé à débarrasser. Moi je dirais que c'est un truc que je me rends pas forcément compte dans ma vie courante, parce qu'en soi je suis entourée de personnes plutôt... où je ressens pas d'inégalité, même en famille. Par contre, dès qu'on sort de ça, ou même quand on est entre amis, l'organisation, c'est quelque chose qui souvent est faite par les femmes. Moi, j'ai pas d'exemple non plus forcément dans ma famille. En fait, je l'ai pas vraiment dans mon quotidien. Parce que même dans mes cercles amicaux, c'est des cercles scouts. Et du coup, le partage de l'organisation et de l'équilibre des tâches, il est assez quand même bien fait. J'ai pas vraiment d'exemple. Mais je sais que il y a quand même des mécanismes du patriarcat qui sont ancrés même dans les cercles où c'est plutôt ça semble bien. C'est au restaurant, quand je suis en famille au restaurant et qu'on propose systématiquement à mon père de goûter le vin en premier. C'est toujours la vie des gens en premier, c'est pas Ouais, ou qu'on propose de payer l'addition. Moi je sais que c'est tout le temps au mec ou au plus vieux des personnes, enfin au plus vieux homme du coup, quand tu vas à plusieurs, des personnes autour de nous qu'on propose de payer l'addition. Et moi ça m'est même arrivé que des fois, si c'est moi qui paye, on fasse une petite remarque en mode ah bah soit vous avez de la chance, soit
Bah vous êtes radin en parlant des hommes avec moi qui paye les parts. Aussi dans ce contexte-là, c'est souvent au restaurant que les mecs se permettent de faire des petites remarques comme ça en passant aux femmes qui prennent un dessert ou qui prennent des plats consistants, alors que eux, ça n'aura jamais à l'idée de personne de faire une remarque sur leur manière de manger. Bah, je trouve que du coup le restaurant, enfin même l'alimentation, est quelque chose qui est encore très genré. Surtout là, avec les beaux jours, etc., combien de femmes essayent, tentent ou font un régime pour réussir à rentrer dans le maillot de bain. C'est assez banaliser quelque chose qui en fait est dangereux. Banaliser les remarques et les injonctions faites au corps des femmes. Alors les hommes en ont aussi, c'est sûr, on valorise le fait d'être musclé, d'avoir de gros muscles apparents, mais chez les femmes, on valorise le fait d'être le plus mince possible. Et on valorise pas le fait d'avoir des muscles par exemple. Avec la nouvelle tendance Skinny Talk, les filles elles doivent être absolument filiformes et pas un muscle qui dépasse. Ouais, et même chez les hommes, à partir du moment où t'as un père de famille, que t'as un peu de ventre, on dit oh c'est son petit bidavière ou ça. Alors que la maman dit bah, elle est en postpartum hein, mais elle va re-rentrer dans son 38. Elle a pas repris le régime après avoir accouché. Oui, et puis je reviens sur le restaurant, il y a la nourriture, mais il y a aussi le restaurant qui est, je trouve, vraiment un lieu de patriarcat très très fort, parce qu'il y a tout le code de gentleman, tous ces codes-là qui sont toxiques au final, en plus de ce qu'il y a dans ton assiette et ce que tu vas commander. Et les serveuses, moi je n'ai jamais été serveuse, mais j'ai plein d'amis qui sont serveuses. Des remarques sur entre les personnes qui essaient de te draguer, les personnes qui te disent ah la serveuse elle est mignonne, tu passes ta journée et moi je vais m'être en dîner avec des hommes qui souvent plus âgés que nous, qui se permettent de parler à la serveuse de manière complètement ils font pas la même chose quand c'est le serveur qui vient. C'est encore un gros lieu de machisme. Do you think men and women are equal in your country? More or less, yes. Yeah. In some area we are not equal. Well, of course not completely. I think everyone there are external and internal views about gender that we have constructed in some way, we are affected by. No matter what the systems that are in place, and sometimes you don't realize something is not equal. I mean, mostly it's not a huge problem, but it depends how you look at it. I mean, if you look into the details of something, you will always find something. You can find equality. You can find inequality, and you can find equality. It depends on how you look at it. And do you think it's become better and better? Yes, of course, of course. In which sense? Is it like just rights, human rights? About the rights, the way they are treated in society, the way they are paid for doing the same job? Not payment, no. No? I don't think so. But the other things, I think it's quite okay, I think. Okay. Actually, women here are, they have a good life. Okay. They have all the rights they need. I think you can never be totally equal. Yeah. But I think that we have a pretty good equality system. It's equal, but still a little gap. I think it's pretty good here. I feel like we come very far in this area, but I'm sure there's some improvements. For a equal job, men and women are not paid The same.
salary, even if they have the same job. Yes. Okay. Yes. Many men have a different job, like a chief in the private sector, and they have a higher, get more money. But if you have the same job, it's Yeah. so more men have a higher, and because they are more leaders. And maybe women don't think they can do this job. Yeah. 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 Women don't think they can do as well as men. Yes. Yes. Yeah. In business and like that. Yeah. Business, and because when they have tried. But we can if we want. Yeah. Do you think here in Norway men and women are equal? Yeah, I think most of the places Yes. are equal, but maybe because of the woman's decision, or I don't know. Like I'm working in the IT sector. I am software engineer. Okay. In my sector, yeah, there are of course women, but in the higher levels, like in the managers or the CTO level, I don't see that much women. Yeah, there's more men in the higher places. Yeah, I think no woman in the higher places. Maybe because of their choice, but yeah. The cooking, dishes, taking care of the kids. Yeah. Yeah. Yes, I think so. It's a different lifestyle here. I have a girlfriend and I cook at home. Not because she's a woman or I'm a man, but it's only because I love to cook. Okay. Yeah. She does also a lot of cooking, but like it's just like no matter who, we have to eat, so no big deal. You're both doing Yeah, no big deal. No, not at all. Norway, it's maybe better. It's better than in Portugal. We are still quite conservative. Why? It's a patriarchal society, and we had dictatorship until 1974. So, and there is still a long way. Well, I'm not from Norway. Yeah. But what I've seen so far is it's one of the countries where you can see most equality. I come from Spain, and I think Spain is quite equal too. But here you can see more equality. You can feel a difference. Yes, I think this is more evolved. No. Okay. In Men have more power. More power. Yeah. Like socially, culturally, and economically, like they are paid more than women, and in general, I think Italy is a si dice maschilista. A sexist society. Yes, sì. Yeah. It's better, but maybe yes, it depends like in the situation, in the contest. Yeah. It's like in work or like in social situations. Maybe there are stereotypical about women and things like that. Maybe could be better. Yeah. No, I think there is first of all a pay gap, and like in a lot of times men gets more respect than women, and like it's a post-Soviet Union country and it's pretty bad everywhere there. Do you think men and women are equal in your country? So, I mean, Yeah, I would say so. Yeah, definitely. It's just in different like fields, you know. Sometimes they doesn't look like they are because of like working situations and stuff, but they definitely are. Okay.
No. Well, no, because first of all, we're a post-Soviet country and we're Catholic Church is very much active in our country as well, and I think we still have a lot of old patriarchal thinking left. But the fun part is that if we talk from political or societal wise, that like if there is a crisis or something bad happened, like we had COVID, we had like some other issues coming around these days, these years, and actually we had Prime Minister and ministers and also the head of the parliament, they were women. So they were dealing with that. So I think that like women do a lot in Lithuania, like they're very seen and heard, but they're not respected well enough. And they, with all this radicalization, they don't get respected more in a way. So. I don't know. I don't know how to talk about that properly because like I'm kind of in a privileged position right now as a male white man. So, but I guess we don't have that. We're like trying to go there, but it's just like a long way still. Yeah, I believe that there's still quite a lot of misogyny left, but we're getting there slowly but steadily. Getting better. Tu penses que les femmes et les hommes sont égaux en France? Ils sont égaux en droit, mais pas en liberté. C'est-à-dire que sur le papier, je suis pas une experte de la loi, mais sur le papier, ils sont égaux en droit. Mais dans la société de manière générale, de la manière dont elle fonctionne dans les entreprises, dans les cercles personnels, professionnels, associatifs, il n'y a pas les mêmes libertés. On peut pas forcément, on réfléchit pas de la même manière. Donc ça, c'est de l'éducation, beaucoup. Mais on n'a pas les mêmes libertés. On peut pas se permettre la même chose des fois. Tu penses qu'on donne pas les mêmes opportunités aux femmes qu'aux hommes? Non. Non, je pense pas. En fait, je suis de nature optimiste, mais j'ai l'impression que ça semble difficilement atteignable d'un côté. Parce que j'ai l'impression qu'on met quand même beaucoup de choses en place, il y a beaucoup d'associations, on en parle pas mal aussi, de plus en plus. Mais quelque part, ça reste toujours un peu ancré qu'il y a des différences hommes-femmes. Enfin, je veux dire, j'ai déjà entendu beaucoup de discussions où des hommes disent que au final les salaires c'est plutôt plus ou moins les mêmes alors que non. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'égalité à mettre en place sur plus ou moins les salaires, la place qu'on offre aux femmes dans le travail, dans les discussions, voilà. En vrai, ça dépend de sous quel aspect. Après, forcément, on pense directement à toutes les différentes attentes sociales, donc tout ce que les femmes sont supposées faire plus que les hommes. Pareil, on pense aussi à la différence de paiement en France. Donc, je pense que sous pas mal d'aspects, non. Après, ça a pas mal évolué. Il y a le droit de vote, etc. Mais il y a encore pas mal d'aspects où on peut s'améliorer. Oui, si on parle en termes de droits, officiellement, on a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Maintenant, dans la vie quotidienne, c'est pas le cas. Et on en est encore loin. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup de personnes en général qui pensent qu'elle est atteinte alors qu'il reste encore plein de choses à faire. Et parce que je pense que la société actuelle, mais depuis déjà plusieurs années, a eu un renfermement sur elle-même et on regarde plus ce qui se passe dans notre quotidien et moins ce qui se passe dans le quotidien des autres. Et du coup, il y a moins de mise en perspective des gens sur les autres. Et donc ils ont l'impression que pour eux, tout le monde est
égaux, alors que il y a plein de minorités, plein de choses qui ne sont pas atteintes pour que tout le monde soit égaux. Je pense pas que l'égalité entre les hommes et les femmes soit atteinte dans mon pays. Je pense qu'il y a encore trop d'hommes qui pensent que l'égalité est atteinte alors qu'elle l'est pas, qui pensent que d'une certaine manière les femmes ont besoin d'être protégées, qui pensent que les femmes sont plus capables de faire certaines choses à la maison, qu'elles sont plus capables de s'occuper des enfants et qui prennent pas leurs responsabilités alors que c'est à eux de le faire aussi. Ou qui pensent que les femmes peuvent moins évoluer qu'eux dans la sphère professionnelle alors qu'elles le peuvent carrément. Do you think your gender is an asset? Like for your life or in life? For me, I think it's important to be comfortable, to know yourself either way, but I think before when I was younger, when I was a kid, I was like what you call a tomboy, and I would see how boys, they always won. They were like stronger, faster. And I was always like competing with the boys because I saw like, I think I just understood on some level that they were winning. Like they won out. It was better to be a boy. I think I just got that in like somehow. So now like as an adult, I'm trying to like, I guess like more comfortable, like like being a girl. You know, I identify as a girl, as a woman, and seeing the strengths in like femininity, not just in masculinity, because I think I just had that idea as a kid, like it's better to be like more boy, because I mean I was a competitive person. I wanted to like win that stuff, and boys like there was more like they like to compete, but I think I just got the idea that somehow my gender was just lost out somehow. That women were weak. I think I saw something like with my parents and the dynamics, and so now I'm trying to like see like the positive sides of like the feminine sides and masculine, and how like just the back and forth, like If it's an asset, sometimes. I don't think so much about that. Okay, I can give you my own opinion. I was studying electronic and telecommunications, meaning a men's world, and I never use my gender as an advantage to, for example, discuss if you have a low grade and we wanted to discuss to have a high grade, for example, at university. So I always wanted to be rewarded by my qualities as a professional or as a student, and not because I'm a woman. Yes and no. It depends what you're doing. So I think it can be. Yeah, but it depends what career you're doing as to whether your gender's an asset or not. Do you have example? Well, like there's lots of women getting into trades in our country, and with modern equipment, we can do our trades quite successfully. You know, like a woman can be a truck driver now because trucks have power steering, but with some industries it's still easier to be a man. So like if you're placing concrete, I'm in the building industry, so and I've been in the building industry for 35 years. So when you're placing concrete, it's much easier if you're a man because of the physical strength thing for spreading the concrete. Is that a good idea? Well, Does he have in like our country it depends on which job do you sign up. Like if you sign as a nanny, the woman is probably going to get the job. And if you sign like, I don't know, economist, man is going to get the job. But if you sign as a teacher, then it really depends on your knowledge. I think your gender can help you if you live in a society where one gender is privileged, but it's not the right way how society
must work, so it doesn't really count, I guess, and it shouldn't be that some people will just have privilege over others. It doesn't help, it's privilege. Probably subconsciously to like, you know, I don't think that I get treated differently because I identify as male, but subconsciously I'm sure there's a lot of privileges that would come with that. Not only here in Norway, but anywhere I may be. I mean, it could be things like, you know, just safely walking in the streets, or like not being bothered by people when you go out, at the workplace as well, maybe. Or even like, you know, when you send job applications or whatever, you might be taken a little bit more seriously. Small things like this, you know, I think, yeah, there's quite a lot of that still. Okay, thank you so much. My pleasure. I think that, you know, self-acceptance is an asset, and then being able to use what you have and understand your strong suits and your weak suits is the key. So yeah, in the life that I've created for myself, I enjoy being a woman. Yeah, for me it's like it's yes and no. Yes, from one side that like I think nowadays there's more like people looking towards female gender. There's like a lot of books now written. There's like, I don't know, research being made. I know people are starting to do quotas for the positions and so on. So even job-wise, I would say that like it is an asset for me to be a woman and like young woman from Lithuania, because like a super small country, so if you want to run any kind of representations, it is an asset. Your gender becomes an asset. But on the other hand, I think sometimes it is a minus because even naturally sometimes you don't understand things, because at least how I was raised in my country was that as a woman you have to think a lot about other people, way more than for example my brother was raised to think about. And then even in like, you know, even you talk studies, you know, professional life and so on, you have to stop yourself and remind yourself that you're not in the position, nobody like asks, nobody pays you additional things to think, you know, second thoughts about the environment or all the other people. So in that sense of like how stereotypically you are like, you know, put, like how many stereotypes are put on you and expected, even though like in Lithuania, okay, nobody maybe says them aloud anymore. But they're still somewhere in the air. So in that part is a bit of a minus, but yeah, you can work around it, I guess. Non. Je pense pas. Je trouve ça plus... En fait, il y a des moments où j'adore être une femme. Où je trouve que c'est... Enfin, juste, c'est hyper chouette. Et qu'on se comprend plus ou moins toutes sur plein de sujets. Il y a des moments où je trouve ça quand même vraiment dur d'être une femme. Mais parfois, je me dis aussi qu'être un homme, c'est peut-être pas si facile que ça non plus. Donc j'ai du mal à me situer là-dessus. Mais je trouve qu'être une femme, en globalité, c'est pas facile. Je trouve qu'on est... Mine de rien, il y a beaucoup de sexualisation, beaucoup de jugement sur le corps de la femme, sur sa manière de se comporter, de parler trop fort ou pas assez fort, de prendre trop de place ou pas assez. Enfin, je trouve que c'est jamais assez bien. Je pense que oui. Après, ça donne des avantages, c'est sûr, mais sur plein d'aspects, c'est clairement un avantage. Parce que souvent, on me prend plus au sérieux. Il y a moins de crainte, par exemple, quand tu rentres plus tard le soir, il y a des choses comme ça où c'est clairement un avantage d'être un homme. Après, je ne veux pas dire que c'est complètement rose tout le temps, forcément, parce qu'il y a des attendus sociaux qui sont aussi assez toxiques envers les hommes. Mais sur cet aspect-là, ouais, c'est un avantage, clairement. Je sais pas si c'est un avantage réel, mais en tout cas, moi, j'ai décidé d'en faire un avantage. Parce que sur plein d'aspects aussi, jouer de ça permet dans notre société d'avoir des passe-droits ou qu'on soit plus tolérant envers nous sur certaines choses. On est peut-être moins strict parce qu'on peut vite passer pour quelqu'un de plus bête, je trouve, et donc réussir à détourner ou à contourner certaines choses. Sur plein de choses, oui. Parce que
je me fais pas... Enfin, je me suis jamais fait embêter dans la rue. Mais en fait, je me suis jamais fait embêter dans la rue, que je sois perçu comme une femme ou comme un homme. Donc je sais pas si c'est accentué maintenant que je suis perçu comme un homme, mais en tout cas, je me suis jamais fait embêter dans la rue. Et je trouve qu'on me laisse plus la parole et on me laisse plus parler sans me couper la parole. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est parce que je me sens mieux moi-même et que du coup je suis plus affirmé que est-ce que c'est parce que je suis un homme. Je pense qu'il y a des deux dedans. Okay. Pour certaines choses, je considère le fait d'être une femme comme un avantage parce que puisque la société n'autorise pas les hommes à éprouver autant d'émotions que les femmes, mais permet aux femmes d'exprimer plus d'émotions parce qu'on pense que les femmes sont plus sensibles, ça nous permet à nous de plus se connaître et de plus exprimer nos émotions. Mais par d'autre côté, c'est un désavantage d'être une femme, par exemple pour évoluer dans la sphère professionnelle. Étant une femme et faisant du coup partie d'une partie de la société qui est discriminée la plupart du temps, j'ai conscience de ces discriminations et je peux plus facilement voir les discriminations qui concernent les autres aussi. Et ça, je trouve que c'est un avantage. Après, c'est aussi un désavantage pour toutes les raisons qu'on a citées précédemment. Pour ma légitimité quand je parle, dans ma sphère professionnelle et parfois même dans la sphère privée. C'est un désavantage si je veux avoir un enfant parce qu'on attendra toujours plus de moi que d'un homme qui a des enfants. Do you feel safe on the streets? Not always. Not always? Not at night in certain areas. Yes, I do. You feel safe? I Okay. think Oslo is very safe. Mostly. I think I feel safer than a lot. I think I refuse to feel unsafe. Yeah. It's kind of just an attitude. Just I refuse to walk around feeling scared. But of course, it depends on what's in the media, how safe you feel. Yeah, you know, it's true. it comes and goes. Yes. Because I am old, so I am very safe. It's never happened to me anything. I have been traveling around the world. Never happened anything for me, and from I was young, I live in Oslo. I always go out for dance and go home. Nothing happens. I feel safe on the street in Norway, yeah. Extremely safe. I am from a country of war. I'm from Syria, so you can imagine the difference between living there and living here. So I'm extremely safe, more than safe. Yeah, absolutely. I've never had any difficulty. I mean, I've been living here for 5 years now, and I've never, like, even my female friends or even people who identify as non-binary or whatnot, they never really reported any trouble because of that. I come from the Mediterranean. Over there, it's a different story. Ouais, je sais qu'il y a des petits problèmes de temps en temps dans certaines rues en Norvège le soir, et puis surtout dans les quartiers de l'Est où il y a beaucoup d'immigrés, beaucoup de gens qui sont venus. Il y a les jeunes, il y a des bandes de jeunes ici aussi, comme en Suède, où vraiment ça dégénère un peu. Là, ils ont des grands problèmes.
avec des ghettos de jeunes immigrés de deuxième génération ou moins, qui ne sont pas intégrés dans la société, et il y a de la peine. Mais ici en Norvège, je veux dire, nous on est à Oslo, n'importe quelle ville, en général, oui, absolument, ils ne sont pas du tout... Yeah, also I think it's a very safe country. Coming from another country, which is also safe, but yeah, I think it's definitely one of the places I felt most safe. Going alone in the street as a woman. Yeah. Okay, thank you. No, especially in the night, like no. In big cities. No. Yeah. I never walk alone. Like always with my friends, with my parents, with my dog, but never alone. I usually do, but I have anxiety and I don't feel safe, like for a bunch of reasons, like because I just overthink stuff, and because my friends, they were victim of different types of sexual assaults and harassment, so I'm afraid of that, but usually I'm naive, so it helps me to feel safe. Yeah, but like mostly. Yeah, no, it's I feel safe, but I have this like inherent fear, you know. Yeah. Like even though you're in like one of the safest countries in the world, you know, Iceland. Yeah. You still can feel very unsafe. Yeah. Alors, j'ai déjà été abordée, mais pas de manière agressive ni de manière, comment dire, non consentie. Genre quand j'ai dit non, les gens partaient. De manière générale. Et je suis quelqu'un d'assez naïf, qui croit que tout le monde est gentil, parce qu'on vit dans un monde tout beau, tout rose, parce que j'ai pas connu des drames ou des choses comme ça. Donc j'ai pas tendance à me méfier de manière naturelle des gens autour de moi. Donc je dirais oui, principalement. Mais je sais que dans certaines situations, je me sentirais pas à l'aise, et je pense que je me mets pas dans cette situation de manière assez... Je connais pas la part du conscient de l'inconscient, mais je pense sincèrement que je me mets pas dans certaines situations. Je sais que ça peut virer, ça peut devenir des situations inconfortables. Moi, non. Par exemple, on m'a déjà interpellée avec des propos plus ou moins grossiers, on va dire ça comme ça. Après, ça dépend d'où je suis forcément. Quand je suis à Boulogne à 10h du matin, il n'y a pas trop de soucis. Mais plus c'est tard et moins il y a de gens dans la rue, effectivement, moi je me sens pas très serein. Il y a des endroits en France où je me suis sentie vraiment mieux que d'autres. Par exemple, de nuit, seule, je me sens vraiment pas bien. Mais que ce soit, je veux dire, en pleine ville ou à la campagne. Mais il y a des moments où, quand j'étais entourée, là, je me sentais en sécurité. Mais c'est vrai que seule, c'est... Est-ce que tu te sens pas bien seule parce que tu te sens potentiellement agressée, ou parce qu'on t'a fait comprendre, enfin, où tu pourrais être agressée, ou parce que ton éducation a fait qu'on t'a dit de te méfier? Je pense que les deux jouent, parce que même entre nous, entre copines, quand on sort le soir, on m'a toujours dit qu'il fallait pas que je rentre toute seule, qu'il fallait que je rentre dans telle tranche horaire, que j'envoie bien un message pour dire que je suis bien rentrée chez moi, et qu'on s'endort pas avant de recevoir le message de « je suis bien rentrée chez moi ». Donc c'est bien des codes inscrits. Mais oui, il y a aussi le contexte de l'agression. Enfin, il y a des villes où je me suis sentie particulièrement pas trop en sécurité, alors que dans d'autres où ça allait. Je pense que les deux jouent. Je me persuade que je suis en sécurité dans la rue, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, et je pense qu'au moins 2 fois par mois, je me fais agresser dans la rue physiquement ou verbalement. Donc je suis pas vraiment en sécurité. Je dirais qu'en France aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, je suis en sécurité à 7. Ce qui est un peu médiocre pour la France quand on sait qu'on est égaux sur les papiers.
Il y a encore plein de moments où je me sens, même si je me suis jamais fait embêter ou harceler dans la rue, il y a plein de moments où je me sens pas bien dans la rue. Je sais pas si je pourrais te donner une échelle, mais après il y a des endroits où je me sens plus en sécurité que d'autres et où je me laisse pas vraiment le droit de me sentir pas en sécurité. Il y a aussi le fait que moi, en tant qu'homme, j'essaye de faire en sorte que mes comportements dans la rue ne soient pas problématiques et ne fassent pas que les femmes se sentent en insécurité. J'ai pas forcément d'exemple parce que ça m'arrive rarement d'être dans la rue, je sors de ma maison. Mais ça m'arrive rarement d'être dans la rue dans une grande ville par exemple, ou d'être dans la rue le soir en croisant vraiment des gens. Mais du coup, quand ça arrive, j'essaye de faire en sorte que de ne pas être vu comme une menace ou comme un potentiel agresseur. Ça dépend de l'endroit où je marche. Je pense que globalement je dirais 8. Il m'est jamais arrivé de choses plus graves que de me faire siffler ou remarquer dans la rue, mais c'est déjà beaucoup le fait de savoir qu'on peut pas sortir sans se faire remarquer, alors que les mecs ils ont pas à se poser de questions. Moi j'ai adoré être une femme en Norvège. Moi j'ai adoré être un mec trans en Norvège. Et en même temps, je ne sais pas si j'ai aimé être une femme en Norvège parce que j'étais déjà en uniforme et que donc c'est aussi le cas en France. En uniforme on se fait plus remarquer mais moins emmerder. Ou est-ce que c'est il y a quand même réellement un cadre plus sécurisant et je sais que en France je fais aussi, alors certes je fais attention à moi par exemple dans les transports en commun, mais je fais aussi inconsciemment attention aux autres femmes, ou plutôt attention au comportement des hommes envers les autres femmes. Et c'est quelque chose qui en Norvège, en fait, très vite, tu te sens en sécurité partout. Dans la rue, tu te sens en sécurité partout. Et il n'y a aucun comportement d'homme déplacé. Déplacé, on a vu, je dis pas que ça n'existe pas, mais nous on a vu aucun comportement d'homme déplacé. Oui. Moi j'ai adoré discuter avec les femmes norvégiennes parce qu'elles avaient l'air de se sentir bien et elles nous ont pas rapporté des comportements qui nous en France sont tellement banalisés, le fait de se faire siffler dans la rue ou de se faire interpeller, aucune ne nous en a parlé. Il avait l'air de faire bon vivre être une femme en Australie. Il avait l'air de faire bon être une femme en Norvège. Moi je sais que j'ai quand même, c'est la rencontre avec les personnes et les interviews qui m'a permis de me dire ok c'est vraiment sécurisant d'être dans les rues en Norvège, dans la ville, et même dans la forêt. Genre on était perdu au milieu de la forêt, je me suis jamais dit il y a un mec qui va débarquer, alors qu'en France ça peut plus m'arriver. Par contre je sais que j'ai gardé mes réflexes de français, de me dire si je vais parler à un homme, ça va être, même en dehors des interviews, ça va être plus compliqué. La personne va être moins ouverte, va moins me comprendre et sur les bases de la vie, on va pas déjà de base être d'accord. Donc, est-ce qu'il y a des cas ou pas? Je pense pas, non. Je pense. Ouais, un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est la tête ébahie des gens qu'on interviewait, que ce soit les hommes ou les femmes norvégiens, quand on leur demandait si les tâches étaient bien réparties à la maison, parce que pour eux c'est complètement normal que chacun fasse sa part. Et les mecs nous disaient qu'évidemment ils faisaient leur vaisselle parce que c'est s'occuper de soi-même, et ils comprenaient pas que ce soit possible, c'était pas concevable pour eux que ce soit autrement. Après, je pense que si tu demandes à un homme en France s'il fait sa part de tâches ménagères, il te dira que oui. C'est vrai. Je pense que là où c'était intéressant, c'est qu'effectivement, même les femmes disaient qu'il n'y avait aucun problème et que c'était à part égale. Je pense que n'importe quel homme te dira que c'est pareil. Mais en France, les femmes ne diront pas que c'est...
sûrement pas. Après, si on peut nuancer, le service militaire, il est obligatoire en Norvège. Il est obligatoire, mais si on a un travail... Enfin, comme ils ont besoin que d'un certain nombre de la population, souvent c'est des personnes qui sont volontaires qui y vont. Et ils disaient quand même que le militaire, qui est quand même une grande partie de notre société, il y avait quand même encore plus d'hommes que de femmes dans le militaire, ce qui est peut-être ici la balance aussi de cette égalité norvégienne qui... Oui, il y a quand même des sphères qui restent très masculines. Et où volontairement, en tout cas, les femmes ne vont pas devenir militaires. Après, après ça peut s'expliquer certainement par plein d'autres trucs qui mériteraient d'autres débats, mais voilà. Il y a ça, et les femmes ont très volontiers souligné le fait que dans les postes à responsabilité, on retrouvait encore plus d'hommes que de femmes. Mais elles en avaient très conscience, et la plupart des hommes qu'on a interrogés en avaient conscience aussi, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde en France. Oui, c'est ce qui était agréable, c'est que les femmes et les hommes nous disaient la même chose et avaient conscience des mêmes choses. Donc il n'y avait pas des femmes qui avaient conscience vraiment des inégalités parce qu'elles les vivent, et les hommes qui sont assez hermétiques et qui ne voient pas du tout les problèmes que ça peut engendrer. Et c'est peut-être ça les bases pour faire évoluer la société, c'est que tout le monde soit conscient des mêmes problèmes et que quelque chose qui est un problème pour une partie de la population soit aussi considéré comme un problème par l'autre partie de la population. And how much do you think your voice and your opinion are respected? I feel like it's respected. Yes. Okay. Oh, wow. Well, I think it's heard, like, officially it's heard, I do get to vote, but that's a basic thing. Yeah. But I can notice that, like being a woman, you're not... Yeah. And also it depends what kind of it depends like your appearance, people tell me I look younger also. So I'm like this young woman. I've seen how that plays out, comparing myself to... It depends on your workplace and who you're talking to, but most of the time, yes, I feel like I'm heard and respected, but not all the time. Yeah. In every aspect. Hers as well, so just about civilized conversation, and everyone is entitled to his or her opinion. I cannot do anything with you if you are wearing green or blue, it's your opinion. I just have to respect it. Quite highly in our country. We've had equal rights for a long time. Our women have had the vote for I think the longest in the world. We had women's suffragettes back in the 1800s, so we've had the vote for a very long time. We have a lot of women in parliament. So I think our voice is quite strongly heard. In Portugal, again, because of the I think there is also changes in place, but sometimes, in our days we need to be careful with what you are saying, because you can be cancelled or just, I don't know. I fear for that. I think that the free of speech and the freedom to do as you wish, I think it's being in big danger. And every one of us has our role and we can contribute somehow, but I fear for the future, to be honest. I think my voice is respected, but not as much as I would want to, because sometimes people perceive me as too emotional or too aggressive,
And I don't know, is it because I'm a woman or because it's just my personality. So I think my voice is respected, but not always, and not all the way I want it. Mostly. Yeah, kind of. Yeah, mostly respected. Yeah. Yeah. Well, on the paper we have it, but in reality not that much. Yes, like when they are choosing like a president, then our voice doesn't matter, but when there is a problem in our country, then only men's voice. Je pense que oui, de manière générale. Après, c'est vrai que ça dépend beaucoup des situations, de quel est ton rôle à ce moment-là. Et est-ce que c'est parce que tu es une femme ou est-ce que c'est parce que tu as une deuxième casquette, c'est en fonction du rôle. Parce que tu as la position de sœur des fois, la position d'étudiante, la position de stagiaire, la position d'amie. Donc est-ce que c'est parce que tu as cette casquette-là ou c'est parce que tu es une femme? Ça, je ne saurais pas trop dire. C'est compliqué à distinguer. Mais de manière générale, je dirais que je suis quand même, je pense, autant entendue qu'un homme. De toute façon, sinon je parle plus fort de manière générale. Mais j'ai quand même un cercle social et j'ai la chance d'avoir ce cercle qui est très ouvert sur la question, très ouvert à la discussion et puis même très éduqué de manière générale. Bah, ça dépend dans quel contexte. Au scout, ouais, énormément. C'est une raison pour laquelle j'adore cette activité parce qu'il y a toujours une place pour quelqu'un, notamment au compas. Toujours une place pour faire entendre sa voix, pour faire monter son projet. Après, c'est plus compliqué parce qu'après du coup moi je suis encore qu'étudiante, donc j'ai pas eu d'expérience dans la vie active en tant que professionnelle. Mais en vrai à l'école c'est compliqué déjà de se faire entendre, ne serait-ce qu'avec les parents, les parents et les profs. Après effectivement j'ai remarqué que c'est peut-être plus souvent les garçons les plus brillants qui ont plus l'habitude de s'exprimer, donc c'est plus eux qu'on entend. Mais ça dépend beaucoup des contextes. Je pense qu'on peut pas juste dire qu'en France on nous entend ou en France on nous entend pas. Je sais pas trop parce que j'ai l'impression d'être quand même d'avoir la voix qui porte. J'ai l'impression que je peux me faire entendre, mais de là à me faire écouter, je suis pas sûre. J'ai l'impression que mon avis va moins compter que celui d'un homme par exemple. Ou que alors on va reprendre mes dires, les reformuler et en faire quelque chose d'autre. Mais que ce serait pas du coup mon idée. Que quelque part il y aurait toujours quelqu'un pour reformuler ce que je vais dire et que ce soit pas l'idée d'une femme. Dans ma famille, surtout, on est une très petite famille. J'ai un cousin et un frère, donc il n'y a aucune autre fille, autre femme dans la famille à part ma mère et ma grand-mère, tout ça. Et donc dès qu'il y a des idées un peu nouvelles, un peu jeunes, un peu qui changent à apporter, je sens le regard de mon frère, de mon cousin, de mon oncle qui sont là à me dire mais c'est quoi cette idée de merde? Et je sais que si c'était eux qui la lançaient, elle serait accueillie autrement. Pour l'avoir vue quoi. C'est une question pas facile parce que ça dépendra aussi dans quel statut je suis au moment où je parle. C'est-à-dire que l'étudiante, la grande sœur, la femme, la petite copine, c'est des statuts qui sont différents et où donc je n'ai pas le même... je ne suis pas respectée de la même manière en fonction de ça aussi. Maintenant, je suis quelqu'un qui a un fort caractère et donc je pense que j'ai réussi à me faire respecter grâce à ça aussi. Peut-être plus que parce que je suis une femme. Je pense que c'est mon caractère qui fait qu'on me respecte plus que mon identité. Et je sais que il y a certains, par exemple dans le sport, c'est encore quelque chose où on a du mal à me respecter, en tout cas dans la performance que je suis capable de donner dans ce que je fais. Là où quand j'ai des amis mecs qui font des fois moins, je parle vraiment de la performance, sont tout de suite plus respectés et on va les croire de ce qu'ils font, quitte à souvent eux en rajouter.
Là où moi, peut-être ayant tendance à me rabaisser, on me remet quand même plus en question. Donc je trouve que c'est l'endroit où les égalités restent les plus perceptibles. Les inégalités. Les inégalités, oui. Restent les plus perceptibles. Mais je trouve qu'elle est quand même plutôt respectée, même si en fait si les autres hommes me perçoivent comme leur égal, ça va. Si pour eux je suis pas vraiment un homme, ou qu'il y a plein de choses qui font dans ma personnalité ou dans mon apparence qui vont faire que je suis pas vraiment un homme, que je corresponds pas aux attentes de la virilité et de la société, je serai moins écouté et moins respecté dans ce que je vais dire. Je pense que la plupart du temps ma parole est respectée, mais quand je discute avec des hommes, ils ont du mal à se remettre en question quand je leur fais remarquer certains aspects de la vie ou de la société, ou à quel point le patriarcat est encore présent dans nos sociétés. Et j'ai l'impression que parce que je suis une femme, il y a certaines choses que j'ai pas le droit de remettre en question parce qu'on n'est pas censé le faire. Par exemple, le fait de pouvoir évoluer dans la sphère professionnelle. J'ai déjà entendu des gens dire que c'est normal qu'on confie moins de responsabilités aux femmes parce que quand elles auront des enfants, si elles accouchent, va forcément y avoir un moment où elles vont devoir quitter le travail et que du coup c'est normal de moins leur confier de responsabilités parce qu'elles seront moins capables de les assumer, alors que c'est pas le cas et que si on leur laissait tout simplement l'espace d'aller avoir leurs enfants et qu'on laissait aux hommes aussi l'opportunité de pouvoir être présents pour leurs enfants, pour leurs bébés et pour leurs femmes quand leur femme accouche, tout le monde aurait les mêmes opportunités à la fin. Ce documentaire nous a permis de prendre du recul, de comparer et surtout d'écouter. Oui, la Norvège et la France avancent à des rythmes différents sur le chemin de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et si la Norvège semble avoir quelques longueurs d'avance, elle nous montre surtout que des progrès sont possibles. Il faut néanmoins nuancer. Nos témoignages reflètent des vécus individuels et ne prétendent pas résumer la réalité de tout un pays. Mais quand les réponses vont toutes dans le même sens, elles méritent qu'on s'y attarde. En Norvège, toutes les personnes interrogées décrivent un partage équitable des tâches à la maison. En France, seulement 41% des familles disent partager le ménage à part égale dans leur couple. C'est un écart qui en dit long. Sur le sentiment de sécurité, la différence est frappante. La majorité des femmes norvégiennes disent se sentir en sécurité dans la rue. En France, aucune des femmes interrogées ne partage ce ressenti. Et ce n'est pas un hasard. Selon une étude du YouGov de 2022, 73% des femmes françaises se sentent en insécurité dans une rue déserte. Plus de 8 femmes sur 10 ont déjà été sifflées, 14 ont subi une agression physique. Concernant les salaires, l'écart reste présent dans les deux pays. À volume horaire égal, il est de 9,1% en France contre 12% en Norvège. L'égalité n'est donc pas encore au rendez-vous, même là-bas. Et puis il y a cette statistique brutale. En France, une femme sur 2 a déjà subi des violences sexuelles au cours de sa vie. En Norvège, c'est une femme sur 5. Dans la même lignée, en 2020, 8 femmes sont mortes sous les coups de leur mari ou de leur ex-mari. En France, la même année, c'est 15 femmes par mois qui ont été tuées par leur mari. Mais à travers ces données, une chose émerge. Rien n'est figé. Il est possible d'agir et la Norvège peut nous montrer l'exemple. L'égalité femmes-hommes peut être atteinte grâce à des prises de conscience, des changements de comportement, de nouvelles lois poussant à plus d'égalité. En Norvège, par exemple, le congé parental est obligatoirement partagé entre les deux parents la première année de l'enfant. Et comme l'accueil en crèche ne commence qu'au 10e mois de l'enfant, cela pousse pères et mères à prendre leur place, dès le début, dans l'éducation et la prise en charge de leur enfant. Ce que ce documentaire nous offre, ce ne sont pas des réponses toutes faites, mais des pistes, des exemples, des leviers d'action. Des raisons de croire que l'égalité n'est pas une utopie, mais un travail quotidien, possible et nécessaire. Alors, comment pouvons-nous construire de nouvelles perspectives en France ?